Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast des idées et des ailes. Mon nom est Mourad Benzidane, votre animateur du podcast Des idées et des ailes pour échanger sur des sujets culturels d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonjour. En continuité du dernier podcast dédié à l'art au féminin que nous avons consacré aux artistes Sonia Johnson et Mounia Neguez, aujourd'hui nous avons convié deux jeunes musiciens de talent pour nous parler de la jeune relève des musiciennes à Montréal. Marie-Jeanne Paquet, connue sous le nom d'artiste Vagabonde. Bonjour à vous. Merci beaucoup de me recevoir, merci. Également, Maya Noujaïm, bonjour à vous. Bonjour, très content d'être ici avec vous. Parfait. Si vous voulez bien, et pour alléger notre discussion, je préfère le tutoiement si cela ne vous dérange pas. C'est Oui, parfait. Parfait. Également avec nous, Yasmine Benzidane. En ta qualité de conseillère artistique à Des idées et des ailes, c'est toi qui m'avais suggéré la rencontre avec tes amis artistes. Je te remercie beaucoup. Yasmine partagera avec moi l'animation de ce podcast. Bonjour. Très bien. Marie-Jeanne, tu es musicienne jazz, auteure, compositrice, interprète et réalisatrice, productrice du podcast La Session. Mais d'abord, permets-moi de retracer un peu ton parcours. Tu es originaire de la ville de Laval, située juste au nord de Montréal. Au fait, aujourd'hui, nous avons donc les deux rives de l'île de Montréal. Marie-Jeanne pour la rive nord et Maya pour la rive sud. Yes, represent. Donc, Marie-Jeanne, tu as grandi dans un milieu où tu as été bercée par les rythmes de la musique traditionnelle québécoise. Également, tu as appris à jouer du violon, les partitions du célèbre Jean-Sébastien Bach. Plus tard, au Collège d'enseignement général et professionnel Vanier à Montréal, tu as poursuivi tes études postsecondaires simultanément en sciences naturelles d'une part et en musique d'autre part. C'est durant cette période cruciale de ta vie que ton identité artistique commence à prendre forme, tes intérêts musicaux tendent vers le jazz. Ceux-ci culmineront avec la production de ton premier album musical Flowers for Lady en 2020. Ton cheminement d'études te mènera à la prestigieuse université McGill à Montréal pour un programme en musique jazz, précisément à la faculté appelée École de musique Schulich. Je note pour nos auditeurs que l'école est nommée en l'honneur de M. Seymour Schulich, un homme d'affaires et philanthrope canadien qui a contribué au financement de la construction de l'école par l'entremise de dons privés. Celle-ci, en parlant de l'école, regroupe 180 professeurs et instructeurs. Chaque année, plus de 15 musiciens de renommée internationale qui sont invités à l'école pour y enseigner ou y donner des récitals et des cours de maître. D'ailleurs, plus de 20 membres du corps professoral de l'école de musique Schulich sont des musiciens à temps plein de l'Orchestre symphonique de Montréal. Durant ton cursus d'études, en 2022, précisément, tu décroches plusieurs prix et bourses, dont bourse grâce Evelyn Tuttle, de la part de la Fondation Davis et attribuée aux étudiants exceptionnels dans le domaine de la performance, tout instrument y compris la voix. Également, bourse Johann and Walter Tousey en jazz pour ton mérite académique. Et également un prix commémoratif Calder-Spanier accordé aux étudiants en musique talentueux qui démontrent un engagement envers la performance et la composition dans une variété de styles musicaux. En 2023, tu décroches ton diplôme de baccalauréat en performance jazz. Marie-Jeanne, tu tires ton inspiration des légendes américaines de la musique jazz des années 60 comme Abbey Lincoln, Carmen McRae et Betty Carter. Tu fais partie également du groupe Funk Super Sandwich et récemment, tu as participé à plusieurs performances dont celle du Centre national des arts de Montréal. Marie-Jeanne, bravo
Et félicitations pour ce beau parcours. Avec ta permission, c'est un peu la tradition maintenant pour les émissions, notamment quand on invite des artistes musiciennes ou musiciens, de proposer d'écouter donc un extrait de ta musique. Et pour ce premier intermède musical, tu nous suggères un extrait inédit intitulé Teach You d'un album à venir. Mais oui, absolument. Écoutons-le. Your eyes are like something from a movie. It happened naturally, but the red wine is playing games with the light. Are you 6 feet or 6'5"? A girl is getting dizzy. Something tells me that you know just what I like, but maybe I'm wrong. I don't really wanna teach you how to do it. I don't even wanna know. Now baby, I don't really wanna get into it. I've been down this road before. I've been down this road before. You run, you hide. Playing dumb is easy, but I don't really wanna play tag with a boy who doesn't even seem to know what he wants or if he cares. Maybe I'm wrong. Ah ben, bravo. Merci beaucoup. C'est enregistré dans quel studio? Cet enregistrement a été fait dans un studio maison chez un ami à moi qui s'appelle Félix Rivet. C'est un étudiant en composition à l'UQAM qui est phénoménal et qui a construit son propre petit studio d'enregistrement. Il est super bien équipé puis il est super professionnel. J'ai adoré travailler avec lui. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir plusieurs de mes amis qui font partie de l'ensemble qui est maintenant nommé Vagabonde pour venir enregistrer les différents instruments dans son studio. Très bien, très bien. De toute façon, on va revenir à toi pour plus d'informations. Mais avant cela, j'aimerais également présenter notre seconde invitée, Maya Noujaim. À ton tour donc de te présenter, tu as complété tes études collégiales en psychologie au Collège Champlain de Saint-Lambert, dans la rive sud de Montréal, de 2017 à 2019. Par la suite, tu as été diplômé d'un baccalauréat en psychoéducation à l'Université de Montréal en 2022. Parallèlement, tu es une pianiste et compositrice basée à Montréal. Ta musique va du classique moderne à la pop électro, en passant par les bandes originales de films. Tu as commencé à jouer du piano à l'âge de 7 ans, donc très tôt, et tu as suivi des cours de piano durant 10 ans. Ouais, Bravo. merci. Durant ton adolescence, tu as commencé à composer, à jouer des morceaux. À 20 ans, tu as commencé à publier des vidéos de ta musique sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en ai vu quelques-unes. C'est bien fait. Au Merci. cours des 3 dernières années, tu as rassemblé plus de 80 000 abonnés sur les médias sociaux. En 2022, tu as sorti ta première composition intitulée Essence, une pièce orchestrale, d'ailleurs, dont on va écouter un extrait après cette présentation. Tu as joué du piano pour divers projets artistiques, dont l'Orchestre symphonique de Longueuil, donc à la rive sud de Montréal, depuis 2019. Également, tu es actrice et récemment mannequin au sein de l'agence Emma de Drummondville. Maya, tu as plusieurs cordes à ton arc. Je vais égrener le chapelet de ta jeune et prometteuse carrière. D'abord pour le théâtre, donc durant tes études du secondaire, où tu as suivi donc un cours d'art dramatique. En 2012, tu joues ton premier rôle dans une comédie musicale intitulée Grise. L'année d'après, dans Les Voyants, tu joues le second rôle,
une mise en scène qui a été donc réalisée au collège du Rocher-Saint-Lambert. Et de 2017 à 2019, tu as suivi un cours de chant à l'école de musique de Brossard. Oui, exactement. Très bien. Et finalement, en 2021, tu as été finaliste à l'université en spectacle pour ta prestation au piano. Ouais. Bon. Un beau résumé. Félicitations. Juste je rajoute quelques détails. Donc, pour la télévision, puisque pour ton jeune âge, ton parcours, il est vraiment riche. Donc, de 2019 à 2022, tu as enchaîné des jeux de rôle de figuration. Pour la publicité, on te retrouve comme modèle pour la campagne publicitaire de l'Ordre des comptables agréés au Québec. Donc, Dans un métro ton portrait est dans tout Montréal. Pour le cinéma maintenant, d'abord tu fais de la figuration dans divers films tels que Dérive, The Recruit et Coco Ferme. En 2024, donc cette année, tu obtiens ton premier rôle principal dans un court-métrage dont le titre est Monsieur Chapeau, une production de l'Université de Montréal. Ouais. Aujourd'hui, tu t'intéresses aux arts de la mise en scène et du cinéma en suivant des formations auprès de maîtres en la matière. Maya, bravo et félicitations donc pour ce beau parcours. Et pour, comme annoncé, donc, je propose d'écouter ton single Essence, une pièce orchestrale. Merci beaucoup. Bravo. Absolument Merci incroyable. beaucoup. Très inspirant. Vraiment bravo. On a voyagé cette Oui. minute 30 secondes. Oui, c'est mon but avec la musique, de vous transporter dans différents univers. Alors. C'est Ok, réussi. un petit mot concernant donc l'enregistrement de ce morceau. Oui. Ben, c'est mon premier morceau que j'ai enregistré en studio et que j'ai sorti sur les plateformes. Je l'ai composé juste après la pandémie. Puis c'était un mélange d'émotions que j'avais vécu pendant la pandémie. Puis mon but, c'est de permettre aux gens de sortir un peu de notre vie ordinaire, de la vie du quotidien, et de se permettre justement d'imaginer différentes scènes de films ou différents voyages qu'on peut se permettre de faire à travers l'esprit et à travers la musique. Alors, si ça vous a fait voyager, tant mieux, c'était l'objectif. Formidable, formidable. Bien. Pour commencer les échanges, j'ai une question qui s'adresse à vous deux. Comme on dit, popcorn, donc il n'y a pas de priorité. En fait, c'est une question que plutôt Yasmine voudrait poser. Ah ouais, mais en fait, si vous deviez choisir un mot, ou bon, 2, 3, c'est pas grave, lequel choisiriez-vous qui décrirait le mieux votre art, en fait? Aujourd'hui, je sais que ça change, mais aujourd'hui. Veux-tu y aller? OK. Je dirais présentement probablement le mot métamorphose. Parce que depuis mon départ de McGill, il y a énormément de changements qui commencent à se former dans ma façon de voir la musique, ma façon de composer, ma façon de performer, ma façon d'enregistrer aussi, étant donné l'espèce de détachement, je dirais, qui vient avec le fait d'avoir passé une année à juste travailler et développer mon art en tant que tel.
Donc, c'est ça, c'est comme un cocon qui commence à s'ouvrir, je trouve, qu'on est au début d'une transformation. Tu sors de ta chrysalide. Exact, c'est ça. C'est bien dit. Moi, je sais pas, je pense que je dirais sérotonine. Oh. C'est un peu ce que j'aimerais faire. C'est l'hormone que j'aimerais que les gens ressentent en écoutant ma musique. Tout ce qui est de se sentir détendu. Et ben, j'ai aussi travaillé un peu en prévention des toxicomanies. Et la musique, c'est une façon de se sentir connecté d'une certaine façon, autrement qu'avec les drogues qui peuvent aussi faire sortir certaines hormones et stimuler la sérotonine, la dopamine, etc. Mais la musique fait la même chose. Et j'aimerais que les gens puissent utiliser la musique comme leur drogue, si on peut dire. Une drogue qui a beaucoup de bénéfices, à mon avis. Donc, ouais, Un peu moins d'effets secondaires. Ouais. Donc, sérotonine, Et on n'a juste pas pour de le bien-être. souci de légalité. Ou... Oui, exactement, c'est très légal. Donc, sérotonine pour le bien-être que ça peut apporter, que ce soit à travers le piano, à travers la voix, peu importe le style que je vais faire, j'aimerais que ça permette aux gens de se sentir bien libérés, plein de joie et de calme, si on peut dire. Alors, ouais. Tant mieux. Ok. Merci. Très bien. Encore une question qui s'adresse à chacune de vous deux. Dans votre jeunesse, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a préparé à une carrière de musicienne, dans le cas de Marie-Jeanne, et musicienne, mais aussi art de la scène, cinéma, théâtre, dans le cas de Maya. Avez-vous une histoire à nous partager? Veux-tu commencer celle-là? OK, je peux y aller ça. On va en alterne, j'aime ça. Ça marche pour moi. Moi, je dirais que c'est mes parents, vraiment. Grâce à eux, j'ai continué dans la musique. Mon père, il a souvent fait de la musique quand il était plus jeune, mais il n'a pas eu l'opportunité de continuer parce qu'il était au Liban et il n'avait pas les moyens d'avoir des cours de piano, etc. Et moi, à l'âge de 7 ans, il m'a inscrit à des cours de piano en voulant me transmettre cette passion qu'il avait pour la musique. Et j'ai commencé mes cours à 7 ans. J'ai presque arrêté à 10 ans parce que je me disais, bon, OK, ça va. J'ai fait 3 ans. Je connais un peu le piano maintenant. Autre chose. Je suis prête à... Et là, j'ai dit à mon père, OK, papa, je veux arrêter le piano. Et mon père, il a dit, non, tu n'arrêtes pas le piano. J'ai dit, OK, j'avais pas le choix d'obéir. Il m'a dit, si tu arrêtes le piano aujourd'hui, tu vas le regretter plus tard. J'ai fait OK, j'avais pas le choix. Et maintenant, je suis vraiment reconnaissante. Il avait raison que j'aurais regretté plus tard. Et beaucoup de gens à mon âge me disent, j'ai joué, mais j'ai arrêté, je regrette d'avoir arrêté. Je me dis, bon, mais mon père avait raison. J'ai bien fait de continuer la musique. Et ensuite, à force de regarder aussi des films à la télé, j'ai toujours voulu incarner les personnages, incarner différentes énergies, pouvoir, encore comme avec la musique, de pouvoir transmettre des émotions, mais à travers l'écran. Donc, c'était aussi mon désir d'avoir un impact dans la vie des gens qui a fait en sorte que j'ai été vers le acting et j'ai commencé à prendre des cours pour me nourrir plus côté art télévisuel, art de la scène. Et donc, grâce à mes parents et grâce aux inspirations que j'ai vues à la télévision, au cinéma, j'ai pu plus me mettre dans cette voie-ci. Donc, Merci. C'est génial, mais je trouve ça vraiment incroyable que ce soit cet angle-là que tu aies pris parce que moi aussi, mon père, c'est pas un musicien de carrière, mais depuis que je suis toute petite, mon père compose. Mon père, c'est un gars qui joue de la guitare puis du piano de façon amateur et autodidacte. C'est quelqu'un qui a fait quelques années de piano dans sa jeunesse puis qui a arrêté de par, je sais pas, l'adolescence. Ça fait ça à beaucoup de monde. C'est comme l'année où on se dit « Ah, OK, on va faire d'autres choses. Ouais. » Mais pendant toute ma jeunesse, je l'ai vu composer de la musique, mais composer de la musique qui jouait pour nous. Tu sais, mettons, moi puis mon frère, on galopait dans le salon en faisant semblant qu'on était des cowboys puis allait jouer comme une chanson de cowboy en arrière, comme faire la trame de notre histoire, des espèces de moments un peu surréalistes de musique qui étaient dans mon environnement. Puis ça l'a fait que très tôt, en fait, j'ai commencé à comme vouloir faire mes propres chansons. Fait que ça a été vraiment, vraiment formateur pour moi. Ça m'a dirigée un peu dans cette direction-là. Mais il y a aussi, j'ai toujours eu vraiment, depuis que je suis toute petite, une espèce de besoin de connecter avec l'autre, comme une espèce de tendance. J'ai commencé à parler à l'âge de 10 mois, j'ai marché très tôt, j'ai comme toujours voulu aller vers l'autre, comme immédiatement, depuis que je suis toute petite. Puis pour moi, le fait de performer, d'écrire de la musique, d'aller chercher les émotions des gens, puis aussi, je veux dire, les entrevues que je fais, mettons, avec la session, c'est toutes des façons pour moi d'aller connecter avec les gens qui vient comme assouvir ce besoin-là qui est présent depuis que je suis toute petite. Fait que ces deux choses-là m'ont vraiment comme dirigée dans cette direction-là, je dirais. Oui, la session, c'est le titre du podcast que tu animes depuis quelques mois. Oui,
exactement. qui était également dédié à la culture, à la musique. Exact, à la musique. Surtout, j'essaie de me centrer beaucoup sur la scène montréalaise, étant donné que j'ai une grande appartenance à cette scène musicale-là. Tous mes premiers pas titubants en musicaux ont été pris ici, puis j'ai comme développé un gros attachement à cette scène, donc j'essaie de redonner un peu à la communauté. Très bien. Ben, justement, tout ça, ça m'amène à... C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que vous vouliez faire une carrière en musique? Ça, c'est... Surtout, ben, Marie-Jean, on a discuté tantôt, mais tu as eu une comme transition, est-ce que tu as fait une année de médecine? Exact, ouais. Et ensuite, tu t'es redirigée vers la musique. Puis justement, Absolument. je voudrais qu'on explore Oui, ce absolument. passage. Ben, il y a énormément de personnes à qui je parle qui sont en musique, qui ont soit été beaucoup, beaucoup encouragées à avoir un plan B ou à ne pas avoir la musique comme plan A, ou bien c'est soit ça, soit des personnes qui n'ont jamais eu un plan B, puis ils ont toujours su exactement ce qu'ils voulaient faire. J'aurais aimé tomber dans cette catégorie-là de personnes qui étaient 100% juste dans sa zone, mais moi, je suis une personne qui est très multipassionnée, j'aime beaucoup énormément de différentes choses. J'ai pas... puis je veux dire clairement, toi aussi, de ce que j'ai vu de ton parcours. Exact, c'est ça. Faire juste une chose, pour moi, ça n'a jamais été concevable. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours comme un peu échangé et fait plusieurs choses à la fois, de par le double deck que j'ai fait au cégep, que tu as mentionné plus tôt, où j'ai fait mes sciences nat puis musique en même temps. Puis aussi l'année de médecine que je suis allée faire suite à ma graduation de mon bac, qui m'est venue parce que déjà durant mon secondaire, je voyais pas encore la musique comme une carrière. À ce moment-là, j'ai été dans une école secondaire qui s'appelait l'École internationale de Laval, où on aurait dit, puis les gens qui sont allés aussi à cette école vont sûrement être d'accord avec moi, c'était « Est-ce que tu vas être avocate ou médecin? » C'était un petit peu ça, les deux options. Et donc, à ce moment-là, j'étais comme « je vais être médecin. » Évidemment, c'est la façon la plus pure d'aider quelqu'un. Puis je me sens encore de cette façon-là, mais suite à mon bac en musique, je me suis sentie un peu... C'était la fin de la COVID. C'était très nuageux dans le monde des arts. Pas beaucoup de subventions, pas beaucoup d'espoir un peu en graduant. Puis c'est ça qui m'a menée à me dire « OK, mais je vais aller faire ma médecine. » Et donc, c'est pour ça que j'ai été faire un petit détour par là. Heureusement, pour ma carrière artistique, d'aller faire cette année-là m'a vraiment confirmé qu'identitairement, je suis une artiste d'abord. Malgré le fait que j'ai appris énormément de choses très intéressantes durant mon année à l'Université de Montréal, mais j'ai fait le choix de retourner aux arts. Alors, on est content de toi et content pour toi. Merci, c'est gentil. Là-dedans. C'est assez similaire. Moi aussi, j'ai fait mes études en psychoéducation qui n'avaient pas rapport avec les arts du tout, à part le fait qu'on aide, un peu comme toi avec la médecine, qu'on a un impact sur les gens, le contact humain. Puis une fois que j'ai gradué en 2022, naturellement, j'ai commencé à avoir plus de contacts autour de moi, des gens qui étaient dans le milieu artistique. Donc, les gens savaient déjà que je faisais du piano, mais j'avais jamais vraiment eu des contrats professionnels. Puis là, en 2022, j'ai commencé à avoir des demandes pour des événements corporatifs, des chanteurs qui voulaient qu'on commence à travailler ensemble. Et je suis très active sur les réseaux. J'aime beaucoup aller voir les gens aussi, donc écrire des messages aux gens qui m'intéressent, avec qui je me verrais avoir une vision commune et peut-être travailler ensemble sur le long terme. Alors, j'allais souvent sur Instagram écrire à des gens, collaborer avec eux. Puis graduellement, les choses ont fait en sorte que j'ai pu performer avec eux dans des spectacles ou on venait me chercher pour des événements corporatifs, etc. Donc, ça s'est fait très graduellement. Et maintenant, c'est ce que je fais temps plein, tout ce qui est musique, acting, etc. On va voir jusqu'où ça va aller. Mais j'adore aussi le domaine, la psychoéducation. Donc, si un jour ça revient, ça se peut que je remette le pied aussi dans ce milieu-là. Mais pour l'instant, je veux ouvrir le plus de portes possible côté musique, pouvoir utiliser mon art, le piano aussi le plus possible. Alors, j'aime pousser les portes dans ce côté-là pour l'instant. Ouais. D'ailleurs, collaboration, est-ce que tu pourrais nous nommer certains artistes? Oui, je collabore beaucoup avec Chris Sky, qui est un artiste qui fait du afro, donc afrobeat. Il est excellent, si vous voulez aller écouter sa musique. Son dernier album, Toxic, il est excellent. Je collabore aussi avec Maeva, c'est une artiste qui avait fait Star Academy en 2021. Elle a une super belle voix, très puissante, vraiment excellente. Je collabore aussi avec Mousse, qui est plus dans le rap français. Donc, on fait des versions acoustiques de ses chansons piano-voix. Et je collabore aussi avec Adam El Mouna, qui est un chanteur marocain.
Donc, c'est les chanteurs avec qui j'ai collaboré dernièrement et j'adore collaborer avec eux. On mettra les liens de Oui. leurs albums. Avec plaisir. Ouais, j'ai beaucoup aimé justement le. Tu as fait un genre de trio avec Maïva et un autre musicien. Enzo, Ouais. Enzo, qui est un autre chanteur de Montréal, excellent aussi, il est libanais. Puis on a fait un cover de Mamma Mia, je pense, une des chansons de Mamma Mia qu'on a fait ensemble. Ouais, piano et voix sur Instagram. Très bonne qualité sonore. Merci beaucoup. c'est magnifique. Merci à Enzo qui a produit justement la qualité du son. Donc, c'est grâce à lui. Parfait. En fait, justement, Maya, j'ai une petite question. Donc, comment tu arrives à entretenir donc cette vocation d'artiste pluridisciplinaire? C'est quand même ça d'une part, et en conciliation aussi avec tes études donc en psychoéducation et bien sûr donc l'après-diplôme en psychoéducation. Comment comptes-tu concilier tant d'affaires? Au début, j'avais souvent l'impression d'avoir un pied dans un milieu et un pied dans l'autre. Et une de mes amies m'a dit « Mais non, t'as pas un pied dans les deux, tu marches sur un fil de fer. » Et j'ai fait « Ah, c'est vrai, en fait, c'est connecté. Les deux sont là pour me permettre d'avoir un impact positif dans la vie des gens. » Alors, j'ai essayé de me dire « Ok, tout ce que je fais, en fait, c'est la même Maya qui fait un peu de tout en même temps. » Et je dirais que quand j'étais aux études, ça m'a permis de canaliser tous ces moments où est-ce que je faisais pas de la musique. Ça s'accumulait à l'intérieur de mon cœur. Et là, quand j'allais au piano, je pouvais vraiment tout sortir, ce que j'avais accumulé à travers les études quand je me retenais, parce que là, j'avais des examens, j'avais des devoirs, j'avais des travaux, etc., à mon stage. Donc, je me retenais, et une fois que j'allais au piano, c'était plus facile, en fait, de tout faire sortir. C'était comme là, enfin, c'est mon moment où est-ce que je peux faire du piano. Alors, j'ai beaucoup aimé le contraste. Et quand j'étais aux études ou quand je travaillais, ben là, c'était l'inverse. Je me disais, ah, enfin, j'ai du contact humain, je travaille avec quelqu'un, je suis pas seule au piano. Donc, les deux m'apportaient vraiment des visions différentes et me nourrissaient de façon différente aussi. Puis après mon bac, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en toxicomanie, prévention des toxicomanies. Alors, ça m'a vraiment permis d'avoir un équilibre entre la musique et une job un peu plus contact humain, plus stable, disons. Alors, j'ai beaucoup aimé avoir l'équilibre entre les deux, puis j'adore être active. Alors, c'est simple pour moi en fait, c'est stimulant surtout pour moi d'avoir plusieurs activités, d'avoir plusieurs ambitions. Ça me stimule énormément. Alors, Donc, c'est pas du tout contraignant pour toi? Non. Tout au contraire. Tout au contraire. Même l'été passé, j'avais arrêté de travailler, puis j'ai remarqué que ma musique allait moins bien. J'étais moins active dans la musique, parce qu'on dirait que quand j'ai beaucoup de choses à faire, c'est là que je m'active. C'est quand j'ai beaucoup de choses à faire et que là, j'ai pas le temps de procrastiner, alors je fais tout le plus vite possible. Mais dès que j'ai rien, on dirait que tout à coup, je peux me permettre de procrastiner, ce qui fait en sorte que je suis moins productive. Alors, j'aime être occupée, ça me permet d'être productive. C'est tellement Toi vrai. aussi, c'est pareil, c'est tellement vrai, ouais, vraiment. Ouais. Justement, Marie-Jeanne, donc, durant ta carrière, tu as enregistré un album de musique folk. Comment composes-tu? Quelles sont tes inspirations, tes collaborations? Et puis, as-tu une méthode de travail très rigoureuse, bien organisée, ou plutôt c'est l'improvisation du moment qui prend le dessus? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Cet album-là, Flowers for a Lady, c'est un projet COVID. Parce que durant ma dernière année de mon cégep, j'ai été, comme tout le monde, forcée à rester dans mon appartement. Et donc, heureusement, quelques mois auparavant, je m'étais acheté comme un petit micro, comme un micro Yeti Blue. Puis, je me suis dit, c'est le moment. Bon, c'est le bon moment pour faire ça. Tout était à plat. Puis, il n'y avait pas vraiment d'opportunité pour moi d'aller performer ma musique live. Et donc, je la performais soit sur mon Instagram ou bien j'ai commencé à apprendre comment enregistrer. Donc, ce projet-là, c'est quelque chose qui a été enregistré entièrement depuis ma chambre avec un micro. Et moi qui utilise soit des bruits de bouche pour recréer des instruments auxquels j'avais pas accès, ou bien moi qui utilise un ukulélé et que je faisais des modifications sonores dessus pour que ça sonne comme une basse ou comme différents instruments. C'était vraiment en mode broche à foin, mais créatif. Alors, c'était quand même très stimulant pour moi. Et donc, ce premier projet-là, déjà, maintenant, on est juste 4 ans plus tard, juste un bac plus tard, mais je le regarde déjà avec comme un peu comme, c'est beau. Je trouve ça, oui, c'est ça, c'est vraiment de la nostalgie de voir comme les premiers pas de Marie-Jeanne je voulais juste faire quelque chose, tu sais, puis j'avais une conception dans ma tête que c'était vraiment important que je sorte quelque chose avant de rentrer à McGill.
Je voulais pas rentrer au bac en n'ayant aucune musique sortie sur Spotify, plateforme, streaming, etc. Et donc, c'est à ça qu'a servi ce projet-là. Ça a été un peu comme une espèce de essai scientifique de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Mais je compose beaucoup plus maintenant pour mon projet qui s'appelle Vagabonde. J'essaie de former quelque chose de plus concret avec toutes les informations que j'ai accumulées au cours de mes études. Puis je dirais que ce qui se passe en ce moment, en général, il y a d'abord une mélodie qui arrive dans ma tête. Ça peut être à n'importe quel moment. Ça peut être dans l'auto, dans la douche, dans le métro, durant une pratique pour un autre projet. Puis en général, ce que je fais, c'est que je l'enregistre dans mes notes, dans mes voice memos sur mon cellulaire. Donc j'ai peut-être comme 500 voice notes de moi qui fait c'est comme des affaires que ça n'a pas vraiment... Si quelqu'un d'autre l'écoutait, vous ne sauriez pas vraiment c'est quoi la tune, mais en les réécoutant par la suite, quand j'ai un moment ou quand je ressens une émotion, puis que je dis « OK, là, c'est le moment de sortir quelque chose », je vais réécouter ces voice memos-là. Je vais choisir celui qui est le fruit propice du moment. Puis je vais m'asseoir avec un instrument puis essayer de transformer ça en concept. Fait qu'en général, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est autant organisé que désorganisé parce que si le moment opportun arrive pas, ou genre je ressens quelque chose, j'ai du temps, je suis seule, j'ai de la misère à composer à date, j'ai eu de la misère à composer avec d'autres personnes. Ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé quelques fois, mais ces trois conditions-là, là, je ressens quelque chose de très fort, je suis seule puis j'ai le temps. C'est comme, faut que ça soit... ouais, faut que ça soit... Ça bloom. Les étoiles s'alignent. Mais quand ça arrive, c'est vraiment amusant, par contre. J'ai envie de dire que ça me rappelle un peu le fonctionnement par itération dans la gestion de projet et ce qu'on appelle aussi la gestion agile chez les gens qui s'intéressent au management. Donc là, il part d'une idée qui vient à l'improviste et sur la base de cette idée, on va construire et on va améliorer. Ta prise de notes, même si c'est des onomatopées, comme on dit dans le scat jazz, c'est très bien. Et que par la suite, ça donne des thèmes auxquels, quand tu te mets au travail, parce qu'à un moment donné, il faut quand même se mettre au travail, exact. sérieusement, pour réaliser la chanson, par exemple. Maya, à ton tour de nous parler des artistes qui t'ont marqué. Oui. Quels sont tes répertoires de musique? Moi, en t'écoutant donc jouer du piano, j'aimerais savoir quelles ont été tes influences de la musique classique ou moderne. Et puis là aussi, la question, comment organises-tu donc, tes préparations donc, de tes projets artistiques? Oui, Bien donc, sûr, excuse-moi, dans ton cas, on parle de musique d'une part et de l'acting d'autre part. Oui, côté musique, mes inspirations, j'ai une personne qui m'inspire énormément et on me l'a souvent dit aussi dans mes chansons qu'on voit un peu sa couleur, il s'appelle Ludovico Einaudi. Vous connaissez? Okay. Oh yes! Comment ne pas? Donc, un des plus grands pianistes. Sa chanson Experience, qui est une de ses plus populaires, il est incroyable, il compose du moderne classique et c'est super simple, mais super puissant. Et c'est ce qui m'a toujours inspirée. D'ailleurs, ma composition Essence qu'on a entendue un peu plus tôt, elle a beaucoup été inspirée de Ludovico Einaudi. D'ailleurs, je l'ai écrit sur Instagram et il m'a répondu. Il est super humble. C'est une personne super... il m'a dit, ouais, I just landed in Costa Rica. I just Aucun problème. Ah, OK, parfait. Right there with you. Il m'a dit, oh, when are you coming to my show? Ah, ben, avec plaisir. I'm gonna come to your show. C'est cool. Donc, Ludovico Einaudi, c'est une personne super humble et sa musique, elle est aussi humble que sa personne, en fait. Donc, c'est une de mes plus grandes inspirations. Et sinon, j'adore aussi Alexandra Strelski, qui est au Québec. C'est ça que j'allais dire aussi. Ouais, Je le voyais un petit peu dans l'essence. J'étais comme... Vraiment. Et il y a Sofiane Pamar aussi, qui est c'est un pianiste qui a souvent performé avec les rappeurs français. Donc, il a un style un peu différent. Puis ça m'inspire beaucoup, vu que je performe souvent avec des artistes. Et il a un côté un peu arabe dans sa musique que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est mes inspirations premières. Et j'essaye de me détacher aussi des influences extérieures et de trouver ma couleur à moi. C'était le conseil de Ludovico quand il m'a écrit sur Instagram. Il m'a dit, là, c'est à ton tour de trouver ta couleur à toi, de te détacher un peu des couleurs extérieures. Donc, c'est ça, mais c'est mes inspirations principales. Tu as parlé de la musique orientale. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire davantage?
Oui, j'adore mettre des touches vu que je viens du Liban et j'adore écouter la musique orientale. Dans le piano aussi, des fois, j'aime essayer de mettre des petites touches orientales, surtout si je compose avec un musicien qui est marocain, algérien, libanais. On aime ça essayer, pardon, on aime ça essayer de mettre des petites touches orientales pour faire des clins d'œil à notre pays, malgré qu'on est ici au Québec et on aime aussi satisfaire le peuple québécois et faire des chansons françaises, mais toujours avec une petite touche de là où on vient, de nos racines. Ça fait toujours du bien à notre âme. Tu chantes en arabe? Non, j'ai jamais chanté en arabe. Les notes sont... Toi, tu serais bonne, par exemple, pour chanter l'arabe. Oh là, my parce que God. le- Mais c'est la non? prononciation qui me tuerait, je Ah pense. oui, ça, c'est sûr. Mais les notes, Mais ça là, s'apprend. ça s'apprend. Exact. Avec un peu de travail, je pense que je pourrais, mais j'ai jamais encore chanté en arabe. Donc, peut-être ça sera un de mes plans dans le futur. Déjà, je parle pas vraiment l'arabe, alors le chanter, ça serait un défi supplémentaire à accomplir un jour. Bon. Peut-être la facilité à prononcer certains mots. Donc Oui, là, je ça peux, serait- ouais, exact. Mm. C'est ça. Mais tout s'apprend. Tout Ouais, s'apprend. exact. J'allais dire Ouais. justement, je parle pas le portugais, mais à travers mes études en jazz, il y a énormément de musique, de répertoire jazz qui découle de la musique brésilienne. Fait que par la force des choses, j'ai été je dis forcée, mais ça a été avec plaisir, Ouais. mais à chanter des chansons en portugais. Puis même si ça se fait, même si ouais. tu parles pas la langue, ça s'apprend. Chanter, c'est différent de parler. On peut chanter Exact. une langue qu'on ne connaît pas. Exact, oui, Ouais. c'est ça. Ouais, vraiment. Il suffit d'apprendre les notes. Exact. Oui, c'est ça. Et la mélodie. Étape 1. On parle de Lorient, on parle d'ici d'ailleurs. Puis justement, est-ce que vous envisagez de rester à Montréal ou bien vous voulez aller ailleurs? Voyez-vous ce que je veux dire? C'est quoi d'un point de vue géographique, quel serait... C'est intéressant. C'est intéressant parce que pour le jazz spécifiquement, puis on en a parlé un petit peu plus tôt, mais New York, c'est l'endroit où aller pour le jazz présentement en Amérique, là, du moins. Fait que la réponse évidente en termes de jazz, ça serait d'aller à New York. Maintenant, j'ai vraiment construit ma vie à Montréal, puis j'ai plusieurs projets, dont mon podcast La Session, qui sont vraiment centrés sur cette ville. Je ne sais pas combien de temps ce projet-là va durer, mais pour le moment, j'aime beaucoup ce que j'ai construit ici, puis je me vois essayer de contribuer puis aider à bâtir une espèce d'héritage qui est un peu connecté, qui est un peu rassembleur ici à Montréal, mais je barre absolument pas la possibilité d'aller explorer d'autres milieux. J'aimerais énormément explorer la scène française. C'est quelque chose d'autre qui m'intéresse beaucoup, étant donné que Vagabonde est un projet bilingue. J'écris autant de chansons en anglais qu'en français. J'aimerais ça, peut-être pouvoir partager ça avec des scènes en Europe, potentiellement, mais on sait jamais. Justement, en Ouais. parlant de jazz, précisément, donc à Montréal, il est clair que c'est une place musicale de jazz, de par notamment le Festival international de jazz Absolument. annuel qui se tient à Montréal. Ça, c'est une chose. Mais également, tu as parlé de New York, qui est à 5-6 heures de route d'ici. C'est aussi une alternative. Montréal, la petite sœur de New York, donc Exact. la mobilité aidant, ça pourrait aussi constituer une alternative, chemin faisant, parce que les années passent vite. Donc, quand le premier podcast qu'on a réalisé avec Sonia Johnson, qui regarde sa carrière rétrospectivement, donc 30 années en arrière, et qui s'est réalisée essentiellement donc, à Montréal. Elle a fait un peu d'international, malheureusement ça a tombé avec la pandémie. Mais sinon, c'est bien de vous voir, vous deux, si on vous pose la question, dans les 10 années qui viennent, quelles seraient les perspectives? Dans quoi vous allez vous projeter du point de vue carrière pour un peu se donner un élan? Et c'est à ce moment-là, au fait, que les carrières artistiques prennent leur élan. Oui, définitivement. Mon Dieu, les perspectives pour l'avenir, moi, j'ai un vision board chez moi, donc je me fais un tableau et ça fonctionne très bien, donc je vais continuer à faire ça, mais j'y vais plus sur le court terme, une année à la fois. J'aime accomplir beaucoup de choses, donc je me dis, si j'y vais une étape à la fois, ça va être plus facile que de le voir sur le long terme, mais j'aimerais beaucoup voyager, éventuellement, que ma musique voyage, pas juste à Montréal, peut-être en Europe, peut-être c'est encore le début, donc je sais pas, je me dis, c'est bien de commencer à Montréal, me faire les contacts ici, de gagner le cœur de ma ville en premier.
puis éventuellement peut-être le soulever un peu ailleurs dans le monde. J'ai collaboré récemment avec un violoniste autrichien. On était en Autriche, puis on a fait une collaboration piano-violon. Et l'Europe me parle beaucoup. Il y a quelque chose de très prestigieux, de très beau, je trouve, en Europe. Et je pense que ma musique, avec le piano, tout ce qui est plus soundtrack de film, j'aimerais bien l'amener peut-être en Europe ou en fait n'importe où dans le monde, à l'IRA où est-ce qu'on l'appelle. Mais ouais, j'aimerais ça collaborer avec plus d'artistes, faire plus de scènes, peut-être avoir plus de rôles caméra, donc que ce soit télévision ou cinéma. Alors, c'est ça, de faire ce que je fais maintenant, mais à un niveau plus élevé, disons, avec des gens plus avancés dans le milieu aussi. On parle de différentes scènes, puis justement, comment sont-elles différentes? La scène montréalaise, la scène new-yorkaise, la scène en Europe. Est-ce que vous sentez quelque chose, il y a une texture qui est différente, l'audience? Un peu. Je sais pas pour toi, de ton expérience, ça a été comment à date? Moi, je trouve qu'à Montréal, on est très... Il y a quelque chose de très chaleureux, on est très simpliste, c'est facile, je trouve, de connecter aussi avec l'audience. Puis Montréal, c'est une grande ville, mais je trouve qu'on est relativement connectés, on est tous quand même proches, petits, je trouve. Donc, versus si on va en Europe, c'est un peu plus grand, on dirait je dirais pas que c'est plus difficile de connecter avec les gens, mais c'est plus grand, donc il y a plus de compétition peut-être, j'ai l'impression. Versus à Montréal, j'ai l'impression qu'on s'aide entre nous, puis il y a peut-être plus de collaboration. C'est ce que moi j'ai perçu pour l'instant, je sais pas toi. J'ai eu l'impression, puis encore une fois, je viens d'une perspective jazz versus une perspective un peu plus classique, slash cinéma. Du côté jazz, à Montréal, c'est tout petit, là. Tout le monde se connaît. Les gens, le monde en jazz à Montréal, c'est vraiment super interconnecté, puis c'est vraiment petit. Puis c'est centré autour de très peu de salles, en fait. Au final, même s'il y a le grand festival de jazz à Montréal, la scène locale montréalaise, parce que c'est le festival international de jazz, voulant dire que par la force des choses, on reçoit énormément d'artistes internationaux, ce qui est parfait, parce que le jazz, de base, c'est de la musique afro-américaine qui vient des États-Unis, de commencer vraiment dans le sud des États-Unis, Nouvelle-Orléans, etc. Donc, ça a énormément de sens que ce soit des personnes qui viennent faire le Festival international de jazz. Mais la scène locale montréalaise se rassemble beaucoup autour de soit le Upstairs Jazz Club ou bien Dièse 11, qui sont les deux salles qui accueillent les grands noms et les plus petits noms de la scène jazz montréalaise. Donc, ça fait vraiment une scène qui est super, super tight. C'est vraiment bon, en fait, parce que ça permet de connaître tout le monde puis de se connecter facilement, d'avoir une appartenance facilement. Mais en même temps, ça fait que il n'y a pas énormément d'endroits pour des nouveaux talents qui veulent se développer. Parce que pour avoir des spectacles dans ces salles-là, il faut avoir un certain degré de calibre et une formation quelconque. Ça commence lentement, le propriétaire de Upstairs, Joel, commence à donner de plus en plus d'espace à des étudiants de McGill pour faire de leur spectacle à Upstairs, qui est vraiment génial. Tu as joué, justement. Oui, exact, c'est ça. J'ai fait mon premier spectacle là en août dernier, puis j'ai mon prochain en septembre, cette année, le 1er septembre. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super génial. Mais ça, c'est Montréal. C'est plus condensé, c'est plus petit. New York, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ce qui a ses pour et ses contre aussi. Mais c'est beaucoup plus compétitif, je dirais. Vraiment, il y a tellement de monde. Tout le monde vient de partout dans le monde pour être à New York. Donc, c'est moins connecté, mais le niveau est absolument incroyable. C'est clair. En tout cas, je vous souhaite de belles rencontres d'affaires parce que moi qui viens donc des pays du Sud, connaissant aussi le parcours des artistes, particulièrement du Maghreb, ceux qui ont pu concrètement se réaliser, ils ont dû quitter. Ils ont dû quitter pour au moins des places comme Paris, comme Marseille. Et à partir de là, bien sûr, c'est des rencontres avec des producteurs de talent. Évidemment, c'est des artistes qui ont plein de talent, plein de génie. Et à partir de là, donc depuis les années 60 et même bien avant, donc des artistes du Maghreb donc arrivent à se produire donc en France en particulier, et ça continue, où il y a une écoute, il y a un marché, il y a et puis c'est des rencontres qui peuvent avoir lieu sur un concours de circonstances
vraiment On inouïe. sait jamais, vraiment. Exactement. Et puis ça part. Et puis bien sûr, il y a la constance dans l'effort de l'artiste. Ouais. Mais déjà, donc pour parler juste à ce niveau-là. Mais là, nous, on est à Montréal. Hein. On est à Montréal et c'est déjà une place importante qui est connectée à l'international beaucoup plus facilement que si quelqu'un est au niveau d'une ville du Sud en parlant d'Afrique ou d'Afrique du Nord. Et à ce titre, donc, les chances donc, de se connecter, on entend évidemment que notre art puisse intéresser des producteurs potentiels. Voilà, donc je vous le souhaite. Merci. Justement, par rapport à l'industrie de la musique, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de méandres dans l'industrie de la Oh, musique. c'est un milieu affreux. Non, je suis encore trop jeune dans le milieu pour dire ça. J'ai encore espoir que les choses sont belles. Demande-moi dans 7 ans. Ben, on entend beaucoup parler de choses, mais Ah non, absolument. je sais pas. Moi, à date, c'est un beau milieu parce que je suis entourée de bonnes personnes. Je pense en fait, ça dépend de qui tu es entourée. Moi, je suis entourée de personnes qui ont des bonnes valeurs, des bonnes intentions, qui ont un grand talent. Ensuite, je sais pas si en rencontrant des personnes plus haut placées ou qui font ça depuis longtemps, je sais pas si leur façon de faire les choses, façon d'être, je sais pas si elle est différente, mais pour l'instant, j'ai été bien entourée. Alors, j'aime l'industrie pour l'instant. J'espère que ça va continuer. Je te le souhaite absolument. J'ai comme des opinions nuancées là-dessus parce que le milieu de la musique que moi, j'ai perçu à date, un peu comme toi, les gens avec qui je travaille, avec qui je partage la scène, avec qui j'enregistre, c'est toutes des personnes incroyables. Et donc, j'ai absolument rien à dire sur ces personnes-là. Mais j'ai de plus en plus je reçois des artistes qui sont un peu plus de haut niveau pour faire des entrevues, à la session, par exemple, plus j'entends des histoires de labels, j'entends des histoires de gérance, j'entends des histoires de toutes sortes de productions, de contrats, de signatures, etc. Je mentirais si je disais que c'était pas quelque chose à quoi je pense. Pour moi, évidemment, j'adorerais être capable d'amener ma musique à un plus grand niveau, d'avoir quelqu'un qui fait mon booking, d'être capable d'aller amener ma musique dans des salles auxquelles j'aurais peut-être pas accès si j'étais pas avec une agence de gérance. Pardon, une agence de gérance, par exemple. Mais je connais énormément d'artistes qui font aussi leur travail de façon indépendante et qui ont connu le succès d'une façon qui, eux, les satisfait. Tu sais, il y a vraiment... C'est un débat qui revient énormément pour moi, personnellement, l'idée de soit faire de l'art pour le vendre ou faire de l'art et après ça, voir si ça se vend. Il y a comme une espèce de débat qui se fait beaucoup. Tu sais, il y a énormément d'art qui se fait maintenant pour être vendu. Il y a des chansons qui sont produites avec le refrain dans les premières 15 secondes. Comme ça va bien aller sur TikTok. Vous comprenez? Là, il y a vraiment des chansons qui sont maintenant produites pour vendre, produites pour être streamées facilement. C'est un marché qui est énorme. C'est un marché qui marche super bien. Puis, j'ai pas encore décidé si c'est quelque chose qui me rejoint ou pas. Mais c'est dans ces moments-là où l'industrie de la musique m'apporte quelques questionnements où je me dis, c'est vraiment une industrie, tu sais, veux pas... Exact, c'est de l'art, puis c'est très beau, puis c'est très riche, mais décider où mettre son pied, c'est quelque chose qui se fait avec... On entend que la concurrence soit loyale. Exact. Exact, ouais. On espère que la concurrence est loyale. Marie-Jeanne, tu dis que sur des médias sociaux, le jugement est fait sur les premières 15 secondes de la chanson. Vrai? Absolument. Oh oui, ou parfois... C'est généreux, 15 secondes. Oui, exact, c'est ça. 3 secondes et on swipe ensuite parce Absolument. que c'est ennuyant. Ou sur la qualité de l'audio, ou sur la qualité de l'image vidéo. Énormément d'artistes que je connais... n'ont pas la reconnaissance que leur musique mériterait simplement parce qu'ils n'ont pas fait un vidéo. Ils n'ont pas fait un vidéoclip pour leur chanson. Et donc, les gens n'ont pas l'initiative d'aller cliquer sur le lien pour aller voir leur chanson. C'est aussi simple que ça, parfois, étant donné l'importance que les médias sociaux prennent maintenant pour des jeunes artistes. Si vous n'avez pas déjà une base de clientèle, une base d'auditoire, c'est par le vidéo, c'est par le cinéma, c'est par le visuel, souvent que les gens vont aller s'intéresser à du matériel auditif. Et donc,
C'est vrai, là, c'est ça, 15 secondes, c'est généreux. Dans le cas de Maya, on a noté 80 000 abonnés à tes comptes de médias sociaux. Oui, aujourd'hui 100 000 maintenant. Wow. Ouais, C'est génial. voilà. Mais c'est un peu comme tu disais, des fois, c'est ça, on n'essaye pas, mais des fois, ça vient, comme avec la musique, ça vient naturellement, et des fois, les gens, ils aiment, puis ça vient naturellement sans essayer de forcer les choses, mais il y a des stratégies aussi. J'ai jamais payé pour avoir des followers ou quoi que ce soit, tout est organique, mais on comprend des fois qu'est-ce que l'audience aime de nous, qu'est-ce que l'audience aime moins, puis la consistance aussi. Quand on répète avec consistance quelque chose que nous, on aime faire et que l'audience aime faire, naturellement, il y a une flamme qui se crée, puis un peu comme dans une relation, quand tu aimes une personne, la personne t'aime, puis vous travaillez ensemble avec consistance, ça crée une belle relation long terme. Je le vois un peu comme ça avec les réseaux sociaux. J'ai une relation avec les gens qui m'écoutent et voilà, ça vient des fois naturellement aussi à travers un mélange. Je le vois vraiment comme une business aussi, la musique. Et j'aime le côté business, donc je me dis, ça peut être bien d'avoir le mindset business derrière ça, mais comme tu dis, des fois, c'est de remettre en question à quel point on est prêt à faire des choses pour la musique. Est-ce qu'on le fait pour la musique? Est-ce qu'on le fait pour l'argent? De comprendre les raisons pourquoi on fait ce qu'on fait, en fait. Et, donc, je pense que c'est intéressant d'avoir le côté business, mais de se souvenir de pourquoi on le fait à la base. Pour moi, c'était partager ma passion, en fait, avec le plus de gens possible. Et ensuite, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, je retourne à psychoéducation ou peu importe. Exact. Mais ouais. J'ai une question qui revient en arrière, mais qui va aussi vers l'avant. Par rapport à votre formation et votre parcours en musique, est-ce que vous iriez en enseignement? Et si oui, qu'est-ce que vous ajouteriez à votre formation? Dans le sens, si vous étiez enseignante, qu'est-ce que vous voudriez transmettre? Voilà. Ouais. Pour moi, personnellement, si je pense à mon parcours en musique, aux études en musique, une des choses, un peu comme tu l'as mentionné plus tôt, que j'aurais aimé voir et que j'aimerais qu'il soit un peu plus exploré, c'est le côté business. Parce que souvent, d'avoir une formation musicale post-secondaire, ça implique des cours de composition, ça implique des cours de formation auditive, ça implique des cours de performance en tant que tel, mais j'ai trouvé que j'avais un petit peu moins accès à ce côté-là de genre comment se faire un electronic press kit, comment contacter des propriétaires de salles, comment trouver une agence, comment trouver un gérant, comment appliquer pour des bourses, etc. Tous ces trucs-là qui, au final, occupent peut-être 60 à 65% de mon temps. Alors que le côté performance, qui est de loin ma partie préférée, mais le côté performance, enregistrement, etc., la réalité de la chose est que ça occupe peut-être 30 à 40% de mon temps. Et donc, cette portion-là qui est absolument énorme, moi, je l'ai beaucoup sous-estimée durant mes études. Puis par la suite, en explorant le milieu, je me suis dit, ah ouais, OK. Et donc, j'apprends un peu sur le tas en ce moment à me débrouiller, puis à apprendre à faire, comme on avait discuté plus tôt, ces connexions-là, de me mettre dans les bons endroits pour rencontrer les bonnes personnes. Mais je pense qu'il y a certaines composantes de ça qui ne peuvent pas être apprises, puis c'est vrai, mais il y a certaines composantes de ça qui pourraient être transmises dans des cours, peut-être. Est-ce qu'à travers ton podcast, c'est un peu ça aussi? Oui, évidemment, oui, c'est ça, exact. C'est vraiment un peu... pour moi, la session, c'est aussi une excuse pour trouver les personnes que j'admire le plus, les asseoir devant moi pendant 1 heure et juste comme... Absolument. Exact, je me nourris, puis en fait... j'essaie de ne pas le faire de façon égoïste et donc je me nourris, mais en même temps, je partage le repas avec l'entièreté de la scène montréalaise parce que souvent, ce que ces personnes-là disent, c'est des trucs que j'aurais vraiment voulu entendre l'année dernière, peut-être, tu sais. Alors là, maintenant, je peux l'avoir puis l'offrir sur un plateau à tout le monde pour qu'on puisse tout le monde grandir puis pas faire les mêmes erreurs, tu sais. C'est bien dit. Moi, ça serait vraiment la même chose que toi, en fait, le savoir-faire dans l'industrie de la musique. Comment faire pour se présenter quand tu arrives devant des nouveaux artistes. Tu arrives à un spectacle et OK, comment est-ce qu'on serre la main? Est-ce qu'on va direct dans la loge? Comment ça fonctionne? Donc, le côté vraiment savoir-faire. Ensuite, si quelqu'un performe avant moi,
comment je gère mon temps. Ça, c'est un truc même dans le acting. Absolument. On nous apprend pas quoi. Oh mon Dieu. J'ai réalisé mon premier tournage. Ah, mais en fait, le acting, c'est pas juste d'être devant la caméra. C'est t'attends 3 heures pour ensuite être devant la caméra. Mais pendant les 3 heures, est-ce que je vais avec l'équipe? Est-ce que je mange? Est-ce que je pratique? Est-ce que je dois pas pratiquer? Donc, c'est toutes des choses qu'on apprend sur le tas, mais que c'est le fun d'apprendre en avance. Comme ça, une fois que tu es sur le coup, tu sais un peu à quoi t'attendre, comment agir dans des situations où tu sais pas exactement quoi faire, mais avec l'enseignement, ben, ça, c'est des choses qui pourraient s'apprendre et que j'aimerais transmettre aussi éventuellement tout mon savoir-faire à travers mon expérience. Un jour, peut-être dans un podcast, comme tu le sais. Ouais. C'est fou, ça résonne avec le commentaire de Sonia Johnson qu'on a eu à l'autre podcast. Ah ouais, hein? Parce qu'elle, maintenant, elle enseigne au cégep Vincent Didier. Vincent Didier. Vincent Didier, ouais. Ouais. Et puis, justement, le cours qu'elle enseigne, c'est... je sais pas si je peux l'appeler gestion de projet, mais comment gérer toute l'administration derrière être un artiste. Puis, parce que justement, elle a vécu aussi ces mêmes difficultés que vous vivez. Et en tout cas, elle veut justement transmettre comme vous voudrez le faire. Donc, Oui, un gros props va à Sonia venir. Johnson. Merci beaucoup, Merci parce à que elle. c'est quelque chose qu'on a énormément besoin. Vraiment. Ouais. Et là, en mode manifestation, ce serait qui les futurs collaborateurs prochainement ou bien dans de rêve avec lesquels vous voudriez travailler? Et juste, voilà. Aurais-tu- parce qu'à date, j'ai peu de collaboration sur ma ceinture. Je pense que ce serait plus toi qui aurais le... Collaboration, ben, oh mon Dieu, attends, là, c'est important la manifestation, Ludovico? je dois bien réfléchir. Ben moi, Imagine j'aime double piano. collaborer, ouais, c'est ça, j'aime collaborer avec des gens qui font d'autres instruments, parce que, ben ça, je dirais pas non à collaborer avec Einaudi, s'il me propose demain d'aller sur scène, je dirais oui avec plus grand plaisir. Mais j'adore collaborer avec des artistes qui font autre chose, donc surtout des chanteurs, et pour l'instant, je vis surtout, j'aimerais aller avec des gens qui sont dans d'autres pays, comme à Los Angeles, par exemple, dans d'autres villes, et des gens qui ont quand même un certain niveau d'expérience, qui ont déjà une audience, sans être nécessairement ultra avancés. Des gens style, je sais pas si vous connaissez Natalie Jane, qui est une artiste, elle fait des vidéos sur TikTok, Instagram, dans les souterrains, là, dans les parkings, et là, elle chante avec son speaker, c'est comme une trend, ou dans la cuisine, ils sont assis sur les comptoirs de la cuisine, et ils chantent. Donc, c'est des jeunes artistes à peu près notre âge, puis je me dis j'aimerais ça collaborer avec eux qui ont une belle audience, qui font des tournées, etc., qui sont plus à Los Angeles. Donc, de m'accrocher un peu à des gens qui ont à peu près mon âge, qui sont déjà assez avancés, puis voilà, j'ai pas de nom exact à part elle. On te le souhaite. Merci. Absolument. Pour vrai, ça serait quelque chose qui pourrait super bien marcher pour toi aussi. Je Ouais. suis sûre que ça les intéresserait aussi. Hein. Ça vaut la peine. Ouais. Pour ma part, j'ai plusieurs projets en ce moment que j'essaie de développer. Pour la session, je me verrais vraiment aller trouver un partenariat. J'aimerais vraiment être capable de trouver un partenariat avec une plateforme qui pourrait m'aider à partager le podcast avec une audience qui connecte bien avec le matériel. Puis évidemment, ça s'appliquerait probablement des ailes aussi. Je vous le dirai si je trouve quelqu'un. Mais pour moi, soit de faire un partenariat avec une plateforme qui comprend ma vision puis est capable d'aller m'aider à aller chercher des artistes qui sont notoires, que j'admire beaucoup. Je pense notamment justement au Festival de jazz de Montréal. Évidemment, c'est la première chose à laquelle je pensais. Si je pouvais comme lancer quelque chose dans l'univers en ce moment, j'aimerais vraiment lancer l'idée que je parle à quelqu'un dans l'administration du Festival de jazz de Montréal et de pouvoir aller faire des entrevues au festival peut-être l'année prochaine, d'aller pouvoir apporter mes micros et mes gogos au Festival de jazz pour connecter avec des gens que j'admire beaucoup. Ça serait absolument incroyable. J'adorerais faire ça. Pour mon projet personnel, Vagabonde, c'est un projet qui est montréalais, mais que j'aimerais pouvoir étirer et aller me rendre ailleurs. Je rêve de pouvoir aller faire le tour du Québec en tournée. Ça serait quelque chose qui serait tellement, tellement cool. D'aller pouvoir aussi amener justement l'idée d'un projet bilingue. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que Montréal, c'est une ville qui est autant francophone qu'anglophone jusqu'à un certain point, c'est comparé au reste du Québec, je dirais. Puis donc, d'aller apporter la richesse de ma musique francophone puis la richesse de ma musique anglophone au Québec, je trouve que ça serait quelque chose qui serait vraiment intéressant. Donc, j'aimerais ça pouvoir amener mes musiciens puis aller visiter le Québec. Ça serait cool. On te le souhaite aussi. Merci. Ce serait fou.
Et là, dernière question, malheureusement. Déjà, ça passe vite. Ouais, quand même, hein. Prochainement, où et quand est-ce qu'on peut venir vous voir? Veux-tu commencer? Ouais, moi, ma prochaine performance avec Chris Sky, dont j'avais parlé tantôt, qui fait du afro, et ça va être au parc Émilie Gamelin. Donc, c'est le 3 août à 19h30. Donc, 3 août, 19h30 avec Chris Sky. Je vais être là sur scène pour À faire le noter. piano, alors à noter. Génial! J'ai quelques performances qui s'en viennent. Je travaille aussi... Je travaille aussi comme... je fais des performances live dans plusieurs restaurants et autres endroits, un peu comme tu parlais de performances corporatives. Ouais. Mais les performances de Vagabonde qui s'en viennent, j'ai une performance le 29 juillet, ça se peut que ça sorte par la suite, mais j'ai une performance le 29 juillet pour un showcase pour une organisation qui s'appelle That Girl, avec mon trio. J'ai aussi un spectacle le 22 décembre qui s'en vient pour Vagabonde. Ça va être à la Casa del Popolo à 8h. Et pour mon projet de jazz qui s'appelle le Marjan Jazz Quartet, on a un spectacle qui s'en vient le 1er septembre au Upstairs Jazz Club. Ben, j'y serai en attendant que Mhm. moi et Yasmine soyons disponibles. Ça sera avec plaisir. Génial. J'ai vu aussi que tu allais être à Sainte-Catherine. Oui, c'est vrai! Et j'ai oublié ça avec Adam El Mouna. Voilà. Ça, c'est le prochain. C'est quelle date? Ah, mais je pense que le podcast va déjà être sorti. C'est le 18 juillet, si je ne me trompe pas. Ouais, parfait. Ouais, 18 juillet au Voilà. Parc L'Optimiste. Ouais, Ok. à 19h. Oh, Vous mon viendrez. côté. C'est juste à Avec côté de plaisir. Sainte-Catherine. Et aussi au Festival MAD au mois de août, le 24 août, je pense, c'est le Festival MAD à 21h30. Ok. Là, je vais être avec Mousse, le rappeur français Mhm. du piano. C'est vrai. Sainte-Catherine, c'est juste à côté d'ici. Vous voyez. C'est vrai, j'avais vu chez moi. Merci beaucoup. Papa, je te laisse le dernier mot. Bon, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a eu un bel aperçu donc de ce que vous constituez, donc ce qu'on pourrait appeler la jeune relève musicale de Montréal. Vous deux, donc, vous avez une formation académique et vous êtes aussi en formation continue, hein, notamment pour toi, Maya, Oui, en absolument. matière des arts de la scène. Je vous souhaite une bonne continuation donc, dans vos projets artistiques, mais également dans vos autres projets professionnels, conciliation. Mais aussi, j'ai compris que c'est très enrichissant. Donc, l'un nourrit l'autre, et puis, qui sait, est-ce que ça va aboutir sur une carrière? Moi, je pense que oui. Tous les ingrédients y sont de ce que je vois. Pour toi, Marie-Jeanne aussi, tu as une formation académique très solide, université donc McGill. On n'a pas développé dessus, mais j'imagine que tu as des recettes et des méthodes de travail qui sont propres à l'université McGill et qui vont sûrement donc, t'aider à réaliser donc, tes projets. Donc, de toute façon, nous restons proches et puis donc nous allons donc vous suivre et pourquoi pas nous revoir une nouvelle fois ici donc au podcast des idées et des ailes, peut-être avec d'autres participants et participantes qui seraient musiciennes, actrices. Donc ce podcast justement est conçu, développé, réalisé pour vous faire la promotion. Donc, nous participons un tant soit peu à vous faire connaître et puis des oreilles qui peuvent vous écouter donc, ce message et des appels à venir porteurs de projets qui seraient intéressants pour vous deux. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité en fait de parler, puis cette ouverture aux gens qui écoutent aussi. Donc, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Bienvenue. Pour terminer, donc un intermède musical de Marie-Jeanne Paquet, The Good Life, d'un album à venir. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You
can take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life. To be C'est magnifique. Merci Marie-Jeanne. Et maintenant, voici un extrait d'une reprise de For My Hand de Ed Sheeran, interprété par Maya Noujaim. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, boy, that's where I call my home. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, boy, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand, my hand, my hand. Hold you for my hand, hold you for my hand. Over and over again, yeah, my love is burning, babe. Feels like time is frozen and the night is for us. And we're alone again, every moment's golden, yeah. Feelings I've been holding in, it must be love. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, boy, that's where I call my home. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute de cet épisode avec Marie-Jeanne Paquet et Maya Noujaim et soyez à l'affût du prochain épisode. Au revoir.